Dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Les diplomates accrédités au Mali saluent l'organisation de cette rencontre inclusive et l'identité de vue et de vision entre le chef de l'État, le gouvernement et le peuple malien. Signature de convention, elle concerne le projet de construction de la cité douanière. Coût de l'opération, plus de 13 milliards de francs CFA pour 500 logements sur un programme de 2000 logements au profit des travailleurs de la douane. La cérémonie de signature était présidée par le ministre de l'Économie et des Finances, Al-Husseini Souni. Rapport 2023 sur la traite des personnes et pratiques assimilées. Plus de 5000 victimes de traite et autres pratiques identifiées, assistées et protégées et aussi 16 dossiers jugés par la Cour d'assises spéciale de Caille. Le document a été remis officiellement au secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. L'Alliance des États du Sahel en bonne marche, le Mali et le Burkina Faso conviennent de la mise en place très prochaine d'une structure commune de régulation. Une délégation du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso est à Bamako, séance de travail avec la haute autorité de la communication du Mali et visite des locaux de l'ERTM dans l'agenda. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations. Série d'audiences au Conseil national de transition. Le président Malick Diao a reçu une délégation de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite et la mission interministérielle de coordination de lutte contre la drogue. Avec ces organisations, il a été question d'accompagnement, de partage d'expériences et surtout de collaboration. Nous faisons le point avec Abdul Karim Kaba. Créée en 2015, la mission interministérielle de coordination de lutte contre la drogue a véritablement été opérationnelle il y a juste un an. C'est pourquoi cette démarche auprès des décideurs afin de solliciter leur accompagnement et leur soutien dans la lutte contre la drogue. Car de plus en plus, la drogue devient un vrai danger public. Il faudrait que les politiques s'y engagent parce que seul on ne peut pas mener à bien cette mission. Il faut d'ores et déjà qu'on ait quand même les moyens, c'est-à-dire la disponibilité qu'il faut pour lutter contre ces fléaux. L'une des missions phares aussi, c'est de mettre en place une politique nationale de lutte contre la drogue. Qui sait que le CNT est aussi l'institution, c'est-à-dire régalienne dans ce sens. C'est pour cela que nous avons tenu aussi à rencontrer le président. Auparavant, le président du Conseil national de transition avait reçu une délégation de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Au cours des échanges, en plus de la présentation de l'organisation, l'accent a été mis sur la participation de la jeunesse dans le processus de développement du Mali. La participation particulièrement de la jeunesse, puisque c'est l'un des axes de travail clés du NIMD, la formation de la jeunesse politique et démocratique du pays pour contribuer à la refondation, pour que le Mali Koura puisse se faire avec des Maliens Koura et que nous puissions ensemble mettre en avant les valeurs universelles, les valeurs fondamentales de la démocratie. Donc nous sommes très satisfaits de ce retour d'expérience que le CNT a partagé avec nous, mais également des différents conseils et analyses qui nous ont été prodiguées. Notons que l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite est une organisation non gouvernementale qui a pour objectif de promouvoir la politique paisible, juste, inclusive et représentative partout dans le monde. Il mène des activités au Mali depuis 2002. Dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Les diplomates accrédités au Mali saluent l'organisation de cette rencontre inclusive pour le président du comité de pilotage. Le dialogue est connu et fait partie de nos traditions. C'est comme se retrouver sous l'arbre à palabres, dans le vestibule ou sous le toguna pour parler des préoccupations de la famille et de la cité. Ousmane Soufi Maïga n'a pas manqué de saluer l'identité de vue et de vision entre le chef de l'État, le gouvernement et le peuple malien. Mamari Koné était à Koulouba au ministère des Affaires étrangères, son reportage.
Le corps diplomatique apprécie l'organisation du dialogue intermalien. Cette rencontre avec les ambassadeurs accrédités dans notre pays a permis au président du comité de pilotage d'expliquer les biens fondés de cet exercice initié par le président de la transition. Selon Ousmane Issoufé Maïga, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'accord ont conduit les autorités maliennes à initier le dialogue intermalien. D'où cette identité de vue et de vision entre le chef de l'État, le gouvernement et le peuple malien. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale qu'il propose n'est en fait autre chose qu'un retour à l'arbre à palabre sous le Togona et dans le vestibule du chef de village pour laver les souillures du linge commun. Dans la vision du chef de l'État, les Maliens ne peuvent plus traiter leurs problèmes par procuration. Ils sont les maîtres de leur destin commun. Alors ils doivent se retrouver entre eux, se disputer, se quereller s'il faut, et au bout de tout, se pardonner et poursuivre leur vie en commun. À travers ces cadres d'échange, le président du comité entend obtenir le soutien du corps diplomatique. Vous, les frères et amis du Mali, afin que vous souteniez cette initiative de dialogue direct intermalien dont l'issue favorable sera sans doute le début d'une nouvelle ère de paix et de stabilité pour notre sous-région et pour l'Afrique tout entière. Les interlocuteurs du jour saluent la démarche du comité de pilotage. Les membres du corps diplomatique et les organisations internationales étaient vraiment ravis de pouvoir échanger de façon directe avec les membres du comité de pilotage. Et le président du comité de pilotage, le Premier ministre Issoufou Maïga, il a été très clair. Il a insisté sur le fait que c'est un processus qui sera très inclusif. Il a aussi adressé des questions sur la question de comment travailler pour que tout le monde puisse avoir la chance de participer à ce dialogue. Il nous a aussi informé, par exemple, que même les réfugiés qui sont en dehors du Mali seront consultés. Et c'est une bonne chose que tout le monde fasse taire ses ambitions, ses ergots, ses revendications, de quelque nature que ce soit, et que tout le monde se mette ensemble pour ce dialogue-là, pour la réussite de ce dialogue, pour que nous puissions sortir de cette situation qui n'a trop duré. Sans aucun doute, la Fédération de Russie soutient le dialogue intermalien et nous ne pouvons que souhaiter aux amis maliens que la paix et la sérénité, le calme adviennent au Mali par le biais de ce dialogue. Nous souhaitons que le dialogue intermalien prenne son cours et que ce soit une vraie réussite, un succès et qu'il porte ses fruits. Nous vous soutenons pleinement. Après avoir remercié le corps diplomatique pour sa promptitude à répondre à cette invitation, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a abordé la récente mesure de suspension des activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations. Je pense que le ministre de l'administration territoriale a fait une déclaration et un communiqué dans lequel il a donné le sens de cette mesure. Et je voudrais encore une fois vous rassurer que le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé demeure l'une des priorités de la transition, comme cela a été indiqué dans le communiqué officiel du gouvernement, et que ce retour n'est pas remis en cause, bien au contraire, il est déjà amorcé. Amorcé déjà à deux étapes. D'abord l'adoption le 22 juillet, suite à un référendum de la nouvelle constitution, est nécessairement un pas irréversible vers le retour à l'ordre constitutionnel. Et à la suite de ça aussi, il y a eu le réajustement du calendrier électoral qui va être limité essentiellement à l'élection présidentielle comme annoncé dans le communiqué numéro 60 du gouvernement du 25 septembre dernier.
Le dialogue intermalien commence ce samedi avec la phase communale. Celle-ci sera suivie par la phase région, district, ambassade et consulat. Quant à la phase nationale, elle se tiendra du 6 au 10 mai 2024 et sera présidée par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Voyons les enjeux de cette rencontre entre les fils et filles du Mali. Le dialogue, c'est d'abord des rencontres, vous l'avez entendu, des échanges de vues, des discussions autour de l'avenir de la nation. Il doit nécessairement servir de torche pour éclairer les voies qui doivent mener les Maliens à bon port pour le renouveau de notre pays. Le dialogue, c'est en 3 étapes, les phases communales, régionales et nationales, avec comme but ultime mobilisés autour de ce processus. Le chronogramme et les sujets de discussion, Ibrahima Traoré nous en parle. Le train du dialogue intermalien siffle à partir de ce 13 avril 2024. À bord sont attendues toutes les filles et tous les fils du pays. Les Maliens décident ainsi de cheminer ensemble pour se parler directement et sans tabou. Ils veulent enfin trouver ensemble des solutions maliennes aux problèmes maliens sans interférence extérieure. Mais une ligne rouge est tracée. L'unicité, la laïcité de l'État et l'intégrité du territoire ne feront pas partie des sujets de discussion. Au cœur de ce dialogue, des thématiques majeures conformément aux aspirations du peuple. Ce sont notamment des questions politiques et institutionnelles, géopolitiques et environnement international ou encore économie et développement durable. Le président de la transition insiste sur le caractère inclusif du processus et le comité mis en place pour conduire les débats à sa stratégie pour ne laisser personne de côté. Nous avons arrêté les dates du 13 au 15 avril pour les phases communales. Dans les régions, les 19 régions plus le district, au niveau des ambassades et consulats, les dates retenues sont du 20, 21 et 22 avril 2024. Et la phase finale de ces différentes rencontres se déroulera du lundi 6 mai au vendredi 10 mai. Donc 5 jours pour permettre à l'ensemble des délégués venant des régions et de la diaspora que nous puissions débattre de la quintessence des résultats qui nous parviennent du Mali profond. Le chef de l'État, colonel Assimi Goïta, a une conviction. L'unité nationale et le vivre ensemble tant recherché au Mali passe impérativement par ce dialogue. Je voudrais saluer le démarrage des travaux du dialogue intermalien dont je suis convaincu reste un cadre idéal pour réconcilier les Maliens et les Maliens. Ce dialogue direct intermalien est donc une étape charnière de l'avancée du Mali vers la paix, la réconciliation, la sécurité et le développement. Et le train qui démarre ce samedi ne devrait laisser personne à quai pour le bonheur du peuple malien. Oui, bien sûr, et toujours en parlant du dialogue, vous le savez déjà, les phases communales débutent demain à Bamako, Kita, Ségou, Sikassou et Nioro du Sahel. Faisons le point des dispositions prises pour la réussite de ce rendez-vous des Maliens. C'est avec Boubacar Bablé-Touré. Dans le district de Bamako, la phase communale du dialogue intermalien débutera demain 13 avril. Pour la bonne tenue de cet exercice démocratique, une rencontre a réuni autour du gouverneur du district de Bamako les acteurs clés. Il s'agissait de faire le point du dernier réglage quant aux dispositions prises pour cette phase. Nous pouvons dire que toutes les dispositions sont prises pour qu'on puisse aller à ce dialogue de façon sereine. Au plan de l'organisation matérielle, les lieux devant abriter les concertations communales ont été identifiés. Au plan sécuritaire, les dispositions sont en cours afin d'assurer une couverture parfaite des différentes assises. Même exercice dans la région de Kita, où le chef de l'exécutif régional a échangé avec les élus sur les dispositions à prendre pour la réussite de cette phase du dialogue intermalien. Les accords précédents n'ont pas associé tout le monde et cette fois c'est l'occasion pour nous d'associer tout le monde dans la solution nationale que l'on voudrait pour la stabilité de notre pays.
À Ségou également, à l'issue de la rencontre d'information et d'échanges sur les dispositions à prendre pour la réussite de la phase communale du dialogue intermalien, il a été certifié que tout est fin prêt. Nous avons jugé nécessaire d'inviter l'ensemble des acteurs concernés par ce dialogue pour un partage d'informations, un espace d'appropriation des termes de référence et du règlement intérieur. À Sikasso, selon le maire de la commune urbaine de la cité du Kénédougou, les préparatifs vont bon train. Nous sommes à pied d'œuvre pour non seulement sensibiliser ceux qui ont été formellement invités par le sous-préfet et en même temps préparer aussi la documentation. Quant au gouverneur de la région de Nioro du Sahel, en prélude à ces rencontres de demain, il a rencontré les imams des mosquées de la région afin que ceux-ci servent de relais pour informer les fidèles sur l'importance de l'événement. Il leur a été expliqué les objectifs de ce dialogue intermalien et qu'aujourd'hui, les imams sont investis de cette mission d'expliquer aux fidèles que ce dialogue intermalien est un dialogue qui vise à sauver le Mali. Vu l'engagement et la détermination des acteurs clés, on peut dire que le train du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation est déjà en marche. Phase communale qui va démarrer donc demain 13 avril et ce jusqu'au 15 avril. Dans le cadre de ces visites de courtoisie et d'échange avec l'ensemble des forces vives de la nation, le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, Ousmane Issoufi Maïga, seront à la maison de la presse demain samedi 13 avril 2024 à partir de 10h30. Pour ce faire, la maison de la presse invite l'ensemble des responsables des organisations professionnelles, les patrons de presse, les journalistes et travailleurs des médias à réserver un accueil chaleureux au président du comité de pilotage du dialogue intermalien et sa délégation. La maison de la presse sait pouvoir compter sous la mobilisation de tous, signé Bandjougou Danté, président de la maison de la presse. À suivre après le journal, un numéro spécial, question d'actualité sur le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale qui commence donc ce samedi avec les membres du comité de pilotage en plateau, dont le premier vice-président, le professeur Jean Bosco Konaré. Il sera question des points des préparatifs du dialogue à suivre en langue bamanankan. Après ce journal, c'est une animation de Cheikh Oumar Sangari. Rapport 2023 sur la traite des personnes et pratiques assimilées, plus de 5000 victimes de traite et autres pratiques identifiées, assistées et protégées, aussi 16 dossiers jugés par la Cour d'assises spéciale de Caille. Le document a été remis officiellement au secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, un rapport qui passe en revue les activités menées par le comité et ses partenaires dans la lutte contre la traite des personnes, mais aussi les défis y afférents. Le rapport 2023 du Comité national de coordination de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées est disponible. Il a été remis au secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, représentant le ministre. Ce rapport fait l'état des lieux des activités de lutte contre la traite des personnes en matière de prévention, de poursuite des trafiquants d'êtres humains, de protection des victimes et de partenariat. Les statistiques de l'année 2023 sont évocateurs. Les activités de formation et de sensibilisation ont concerné 13 813 personnes, dont 5 792 femmes, 5 461 personnes victimes de traite des personnes et autres pratiques assimilées ont été identifiées, assistées et protégées, et enfin 16 dossiers impliquant 116 personnes ont été jugés par la Cour d'assises spéciale de Caille, le tribunal de grande instance de Caille et le tribunal d'instance de Bafoullabé. La détermination des autorités de lutter contre la traite des personnes s'illustre par la signature et la ratification des conventions et protocoles ainsi que par la mise en place d'un cadre normatif. Le chemin parcouru par notre pays dans la lutte contre le phénomène, attesté par une appréciation globalement positive au regard du dernier classement effectué par le département d'État américain dans son rapport de l'année 2023. Des dispositifs spéciaux pourraient être adoptés pour contrôler le phénomène
et protéger le public cible, exposé au risque de la traite des personnes. L'avant-projet de loi contre la traite des personnes, initié par notre département, constitue en cela une opportunité indubitable. Le représentant du ministre a rassuré quant à l'exploitation judicieuse du rapport 2023 sur la traite des personnes et l'accompagnement du comité dans la mise en œuvre des activités pour l'atteinte des objectifs fixés. Autre grand titre de cette édition, signature de convention, elle concerne le projet de construction de la cité douanière. Coût de l'opération, plus de 13 milliards de francs CFA pour 500 logements sur un programme de 2000 au profit des travailleurs de la douane. La cérémonie des signatures de convention entre la section syndicale des douanes et ses partenaires, c'était cet après-midi sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, Aluseni Sanou. Tamsir Diabaté, Aruna Kouni, reportage. Quand le partenariat public et privé se renforce, il pose des actes concrets. Tant s'en faut, ceux d'aujourd'hui relatifs à la signature de convention sur la construction de la première tranche de 500 logements sur un programme de 2000 logements pour les travailleurs de la douane, une illustration parfaite. Nous sommes convaincus que cette cité douanière contribuera à améliorer nos conditions de travail et à renforcer notre engagement envers la protection des intérêts économiques de notre pays. En soutenant ce programme, nous nous engageons dans les actions solidaires à l'échelle régionale et contribuons à une croissance durable à long terme. Ce projet immobilier aura un impact significatif. La construction de ces logements pour les travailleurs des douanes dénote de l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie de ces travailleurs. Ainsi, le patron de l'hôtel des finances, qui se réjouit de la réalisation de ce projet gigantesque, a tenu à saluer les efforts consentis par les soldats de l'économie pour la stabilité économique du pays. Le coût global des 500 logements s'élève à la somme de 13 milliards 350 millions de francs CFA hors taxes. Je félicite la Direction générale des douanes et l'ensemble de son personnel pour avoir pensé ce projet vital. Je saisis cette occasion pour remercier les efforts que consentent les travailleurs des douanes pour sécuriser l'économie de notre pays et surtout recouvrer plus de recettes pour l'État, comme en témoigne l'atteinte des objectifs des recettes assignées au titre de l'exercice 2023. J'exhorte les parties prenantes à cette convention, la société Traco Inter SA, la section syndicale des douanes et Orabank, à tout mettre en œuvre pour la réussite de ce projet. La construction de ces logements, c'est sur le site de Djalakorobougou à Seyé, à 45 minutes de l'aéroport. Et pour cette première phase, 500 logements seront construits en 24 mois. Traco Inter SA, entreprise en charge de la construction de ces logements, par la voix de son directeur général, rassure. On a une première phase de F3 qui est 2 chambres salon. On a une deuxième phase de F4 qui est 3 chambres salon. On a une troisième phase de F5 qui est en duplex. Donc, toutes catégories confondues pour laisser l'accès à tout le monde, des revenus intermédiaires et à faible revenu. Cette initiative de la section syndicale des douanes pour un cadre de vie décent des travailleurs des douanes est une première dans l'administration de la douane malienne. L'Alliance des États du Sahel est en bonne marche. Une délégation du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, conduite par son président, séjourne à Bamako ce vendredi 12 avril 2024. Elle a eu une séance de travail avec les responsables de la haute autorité de la communication du Mali. Les deux parties ont convenu de la mise en place d'un cadre d'échange permanent devant aboutir à une structure commune de régulation. La délégation burkinabé a également visité nos locaux, oui, ici à l'ORTM. Elle est passée ici où elle a été accueillie par le directeur général. La délégation a salué les efforts de la direction et dans le cadre d'investissement pour l'amélioration du service public de l'audiovisuel. On fait le point de cette visite avec Bemba Sibi, Abdul Salam Bambara et Idriss Alamele. Les régulateurs des médias du Mali et du Burkina Faso autour de la table pour une séance de partage d'expériences. Les deux parties ont échangé sur les approches adoptées pour mener à bien leur mission. Il ressort que le contexte actuel impose un changement de posture pour les régulateurs. Nos pays traversent des tournées historiques
Il faut en prendre conscience. Et en dehors du terrain militaire, absolument, c'est la communication qui doit être le principal soutien pour négocier les virages. Et ceux qui sont dans les mêmes enjeux ont le devoir effectivement de se donner la main. Qu'on le veuille ou pas, une obligation d'avoir un réseau AES des régulateurs. La décision prise par la HAC demandant aux médias de se conformer au décret que le gouvernement du Mali a pris. Il s'agit là d'une décision qu'il ne faut ni sous-interpréter ni surinterpréter. C'est aussi une des vocations de la HAC, les rappels à la loi et au règlement, que les médias comprennent que ce qui est dit ne procède d'aucune démarche de censure. Un fait qui illustre les enjeux actuels. Les deux organisations assurent leur mission dans une période de transition politique et de crise sécuritaire. À la fin de cette rencontre, le président du Conseil supérieur de la communication du Faso a également visité les locaux de l'ORTM. Je saluais en fait la vision des premiers responsables de comprendre qu'il faut investir dans la communication et le matériel et les hommes pour que juste après l'armée, la communication fasse le reste du travail. Entre nos États, les 3 États du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger, il y a vraiment cette alliance qui est née et qui aujourd'hui évolue. Et même au niveau des médias, ça évolue parce que, souvenez-vous, il y a de cela quelques mois, nous étions au Burkina Faso pour aller signer cette convention de partenariat entre nos médias publics pour nous permettre justement de mutualiser nos efforts. Aujourd'hui, nous avons cette visite-là, ça veut dire que les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens. De l'ORTM à la HAC, les hôtes du jour ont apprécié les échanges francs et enrichissants. Cette visite, qui est une première pour le nouveau collège du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, marque un tournant et pose les jalons de la mise en place d'une structure commune de régulation en droite ligne de la vision des États de l'AES. Et tout en image, cette prestation de serment ce jeudi 11 avril à la Cour suprême de nouveaux inspecteurs de l'Inspection générale des armées et services. Une prestation de serment qui a concerné l'inspecteur général adjoint, le général de brigade Sambou Mikoro Diakité et 12 inspecteurs des armées et services. Ils ont désormais la mission de conseiller le ministre de la Défense et des anciens combattants dans l'atteinte des objectifs de son département. La cérémonie solennelle à laquelle était présent le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, à ses côtés, le chef d'état-major de la garde nationale et plusieurs autres chefs militaires et directeurs de service. Commémoration à Bamako du 30e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. C'était ce samedi 13 avril 2024 au CICB. Pour l'occasion, l'ambassadeur du Rwanda au Mali a accordé un entretien à Kadijatou Kone pour parler des enjeux de cette commémoration. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Karambaranga, ambassadeur de la République du Rwanda au Mali. Au Mali, comme partout ailleurs, que ce soit au Rwanda, que ce soit à travers le monde, nous avons des cérémonies solennelles, officielles, avec les autorités, avec notre communauté. En même temps, on a souvent des discussions, des conférences avec les étudiants, avec les jeunes. Et puis aussi, lorsque l'occasion se présente, en même temps, on met en place des monuments de commémoration. Et cette année, avec l'accord du gouvernement, on espère aussi avoir une stèle, la deuxième stèle de commémoration en dehors du Rwanda. On aimerait que ce soit ici au Mali. Comme le Mali, c'est un pays ami, les jeunes ne connaissent que l'histoire des autres continents, alors qu'il est temps que nos jeunes, notre jeunesse, apprennent l'histoire du continent. C'est à travers l'histoire tragique qu'on parvient à éduquer, en fait justement de prévenir des atrocités pareilles. Est-ce que vous êtes confronté à d'autres difficultés dans cette commémoration? Tu vois des gens qui continuent de publier des livres, qui révisitent l'histoire, qui changent même les noms des victimes. Ils attribuent les crimes aux victimes et puis les bourreaux, ils deviennent les innocents et les victimes. Et ça se développe de plus en plus. Le deuxième défi, c'est
c'est la poursuite de la justice, la recherche de la justice. Le Rwanda est un exemple dans le cadre de la cohésion sociale. Comment le Rwanda a pu réunir tous ses fils après ce génocide? On a eu la chance d'avoir un leadership exceptionnel. Il nous a amené à faire des choix bien spécifiques. D'abord, fonder tout ce que nous voulons faire sur l'unité. D'abord, l'unité des Rwandais. Ça, c'était la condition sine qua non. Le Mali également a besoin aujourd'hui de paix et de cohésion sociale. Alors, est-ce que vous avez un appel ce soir à lancer aux Maliens? La première chose, c'est l'unité. L'unité est développer le vivre ensemble. Il faut accepter l'autre. Il faut accepter les différences et avancer. Ça, c'est la seule façon d'avancer. Merci beaucoup. Voilà, Kibuka 30, c'est donc demain, samedi 13 avril, au CICB, la commémoration ici à Bamako du 30e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Première édition de Azalai Talk, la problématique de l'accès des femmes entrepreneurs au financement est le thème choisi. Objectif, permettre aux jeunes entrepreneurs de rencontrer et d'échanger directement avec les responsables des fonds d'investissement. L'initiative est du groupe Azalai, nous dit Youssouf Djakiti. La problématique du financement de l'entrepreneuriat des femmes, c'est la principale question au centre de cette première édition de Azalai Talk. Azalai Talk est un espace dédié à débattre des questions exclusivement relatives à la promotion des femmes et des jeunes. L'initiative est du groupe Azalai. Il n'y avait que des jeunes entrepreneurs. On n'a pas du tout invité les grosses entreprises. Elles n'ont pas besoin de financement, les grosses entreprises. Elles savent comment faire. Celles qui ont besoin de financement, ce sont les toutes petites entreprises qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas où aller. Et donc, on a plutôt ouvert la porte à ces petits entrepreneurs-là, des entreprises qui sont... qui ont commencé avec des petits fonds propres, avec on va dire les tontines, et qui aujourd'hui veulent se développer mais ne savent pas comment faire. Pour accéder au financement, lever la barrière, c'est à travers des initiatives similaires qui a réuni vraiment toutes les parties prenantes, que ce soit des institutions financières, des entrepreneurs, des fonds d'investissement, des fonds d'impact et d'autres bailleurs de fonds dont aussi on a besoin pour mettre en place des équations financières pour aider les femmes entrepreneurs. Selon le président du groupe Azalai, la normalité, c'est d'associer les femmes à toutes les initiatives de développement. La défense des droits des femmes est un impératif pour nous tous, pas uniquement pour les femmes qui défendent leurs droits, mais aussi pour toute la société, pour toute l'humanité. Au niveau du groupe Azalai, nous avons bien sûr cela dans notre ADN. Nous sommes un groupe qui fait la promotion des compétences féminines. Près de 6 panélistes pour cette première édition de Azalai Talk. 6 panélistes pour parler de la mobilisation des finances en faveur des femmes, de l'incubation et le réseautage qui sont des facteurs incontournables pour tout entrepreneur qui veut pérenniser son activité. Problématique de la malnutrition, la question au centre d'une table ronde tenue ce vendredi. Plus de détails avec Tiamara Konati. La malnutrition, un défi constituant un obstacle au développement humain. Au Mali, elle se présente comme un problème de santé publique. En témoignent les statistiques qui révèlent qu'une personne sur 10 souffre de la malnutrition aiguë. La malnutrition constitue un problème de santé publique à dimension multifactorielle et multisectorielle en Afrique. Elle est l'une des causes majeures de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Une réponse adéquate et durable s'avère donc nécessaire, ce qui passe par la mobilisation des ressources humaines et matérielles. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette rencontre à dimension nationale. Il s'agit de faire l'état des lieux suivi d'un plaidoyer en faveur du financement d'un plan d'action quinquennal multisectoriel de nutrition allant de 2021 à 2025. Financement qui met à contribution des partenaires comme l'UNICEF, la coopération canadienne et surtout l'ONG Action contre la faim. Il s'agira plus spécifiquement d'identifier les partenaires des ressources financières et non financières pour financer cette stratégie de 2021-2025. Deuxièmement, motiver un changement de politique programmatique et stratégique pour faire la nutrition
une priorité de l'engagement financier de l'État et des partenaires techniques et financiers. Le Mali continuera à afficher sa volonté politique à travers la promotion de la bonne gouvernance, des investissements en biens publics, le développement d'outils de plaidoyer, de recherche, de développement de capacités et de partenariats dans le but d'accélérer le pas vers l'atteinte des 12 ODD cibles de la nutrition d'ici 2030. Cette table ronde est un plus dans la lutte contre la malnutrition au Mali. Les échanges devront déboucher sur de nouvelles pistes susceptibles de favoriser la mobilisation accrue des ressources financières et la convergence des vues de l'ensemble des parties prenantes. Sur initiative des autorités régionales, lancement des nouveaux projets de nommée clinique mobile à Tombouctou. Je vous propose de découvrir avec Saloum Konaté et Alou Koulibaly. Selon la matrice de suivi des déplacements, en décembre 2023, la région de Tombouctou a enregistré 43 683 personnes déplacées internes avec des besoins aux soins de qualité. Pour faire face à cette situation, l'OMS lance des activités d'assistance au profit des personnes déplacées internes de la région. Pour un coût total de 41 596 860 francs CFA versés à la DRS, les médicaments, la prise en charge du personnel soignant et communautaire seront affectés par le bureau OMS. Le projet touchera 15 592 personnes, dont 2 469 enfants de moins de 5 ans pour une durée de 12 mois. L'OMS fournira une assistance médicale d'urgence et un soutien psychologique aux femmes et aux enfants de moins de 5 ans à travers des interventions suivantes. L'amélioration de l'offre de soins de santé des populations déplacées à travers la mise en place des postes médicaux avancés, le déploiement d'équipes médicales mobiles polyvalentes dans les sites de PDI. Le renforcement du système d'alerte précoce pour les maladies prioritaires et autres événements de santé publique à travers les relais communautaires. Selon le coordinateur régional de l'OMS, à travers ce projet, l'organisation réaffirme son attachement à accompagner les efforts des autorités administratives locales ainsi que l'engagement constant de la direction régionale de la santé à l'amélioration des indicateurs de la santé nutritionnelle de la région. Inauguration de la nouvelle maternité du centre de santé de référence de Wélé-Sébougou. Retrouvons Jaffa Aïdara et Djibril Barayogo. Il est aujourd'hui inadmissible qu'une femme perde la vie en donnant naissance dû au manque de matériel sanitaire ou centre de santé adéquat. Conscients de cela, les autorités en charge du centre de santé de référence de Wélé-Sébougou viennent de construire une maternité moderne bien équipée. Le district sanitaire de Wélé-Sébougou compte une population de 314 348 habitants. Il compte 21 aires de santé. Le plus proche est à 6 km et le plus éloigné 85 km. Ainsi, la proportion de grossesse attendue est de 5%, soit 23 178 femmes, dont 5% seront considérées comme compliquées, soit 1159 femmes, et nécessitant une évacuation vers l'échelon supérieur. Cet esprit d'entrepreneuriat qui a fait qu'effectivement il y a ce bloc aujourd'hui. Parce que les subsides, certains pensent qu'on donne l'argent et que ça doit être reparti pour les personnes. Loin de là, c'est ce qu'ils ont montré. Ils ont sûrement consenti des sacrifices en laissant les primes à côté et faire face aux priorités au niveau du centre. La maternité dont il s'agit est bâtie dans la cour du CCRF de Wélé-Sébougou et comprend une salle de travail, 4 salles d'hospitalisation, une salle pour les sages-femmes et une toilette. La maternité a une place très prépondérante parce que le CCRF s'est basé surtout sur la lutte contre la mortalité en général, mais la mortalité maternelle infanto-juvénile. Et si et seulement si on arrive en tout cas à créer les conditions d'accueil et de travail, en tout cas, cela est un grand pas d'abord dans la lutte contre cette mortalité aujourd'hui qui est l'un des objectifs primaires du gouvernement du Mali. Rappelons que la réalisation de cette maternité moderne a été rendue possible grâce au fonds basé sur le résultat et le PACSU. Sur un tout autre sujet, suspension depuis mercredi jusqu'à nouvel ordre des activités des partis politiques et des associations à caractère politique. Comment les citoyens apprécient cette décision, suivant Abdul Karim Kaba, avec le concours des stations régionales de Sikasso, Kaï et de Bogouni. Activité politique suspendue à Djarane politique n'y a même Mali politique de sabab la folo.
politiquement mun ta faso fɛ o bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ n'a yɛrɛ tɛ wa la preuve est là. Ne kɔni hakilina na a diyara ne ye parce que n'i y'a ta k'a lajɛ politique ko kuma ni Mali kɔnɔ yan a bɛ ka dankari kɛ an ka fɛn caman na. Maliyɛn tɛ gɛlɛya de fɛ an tɛ gɛlɛya fɛ o n'an ma gɛlɛya dun kɛ an tɛ se ka avancer f'i ka gɛlɛya dɔ de mun passer ka sɔrɔ ka ko dɔ kɛ fɔlɔ tant que i m'o kɛ kɔni hɛrɛ na man di dɛ an bɛɛ bɛ fɛ k'a sɔrɔ kalama-kalamani a tɛ sɔrɔ ten dɛ fo an hakili sigi suɲɛli ni yurugu-yurugu ninnu k'olu dabila a bɛ ɲa. C'est ce que le gouvernement devrait faire depuis longtemps, hein? C'est ce qu'ils ont mis le bâton sur les roues. Moi quand même je suis pour ça, je voudrais ça, mais c'est ce que le gouvernement a fait maintenant, donc il faut que l'on applique ça aux acteurs politiques, qu'ils nous laissent d'abord avancer. Nous, société civile, on est très satisfait de la prise de cette décision parce qu'à des événements exceptionnels, il faut vraiment avoir le courage de prendre des décisions exceptionnelles. Donc ce décret, c'est un décret exceptionnel et extrêmement important pour la survie même de notre patrie, le Mali. Avec les partis politiques, même si on les laisse, ils ne vont pas s'entendre. Ils ne vont même pas s'entendre là-dessus. Donc je crois qu'ils n'ont plus trop de temps avec ça. Suspendre pour le moment, je crois que c'est mieux, quoi. Il faut qu'on avance. Vraiment, harta bara agado fraka. Maya aga hakilto jamana dona ni jamana be nya chugam na wala approchon kan jamana kan shara bato awo nga hakilna re gouvernement hakilna mi kan yere. À Koutiala, Ségou et Gao, les populations se prononcent également, retrouvant Abdul Karim Kaba qui nous a rassemblé ses réactions. An ka politique ko jɔ an ka yira hali bi anw ye dabadenw de ye anw ye saridenw de ye anw ye mɔnikɛladenw de ye anw ye sɛnɛkɛladenw de ye an ka wuli an ka dɔ kɛ ten. Parti politique ka baara ka ɲɔngiri ye baara ɲuman de kɛra o la a fɛn fɛn dan bɛ duguba kɔnɔnaw na yan n'i y'a fɛn fɛn bila k'u ka taa kalafiliw kɛ ou bien ka taa yɛrɛmankutu kɛ o yɔrɔ ninnu na u tɛ se k'a baara kɛ. U sumana kɔfɛ kojugu a diyara n ye bi a diyara n ye sini parti politique yɛrɛ n'i ye se k'a yɛrɛ a t'a fɛ a ka gise bilen a ka ci ka bɔ yen pewu. Parti politique joli Mali kɔnɔ a ka ca parti a bɛ ka kɛmɛ fila ni kɔ bɔ a diyara n ye bi a diyara si an bɛ dugawu kɛ transition ye Ala ka barika d'u la u bɛ sira min kan u kana bila fiyewu an Malidenw an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini. Avec ça, l'autorité pourrait mettre de l'ordre dans les choses pour que nous puissions avancer. La décision est salutaire, elle est normale et vraiment une initiative vraiment à encourager et accompagner. Surtout. Je salue franchement cette décision et je pense que cela va nous amener à beaucoup plus d'accalmie et à beaucoup plus de tirer la corde vers le même sens et pour la réussite de tout ce qui est en train d'être fait pour le développement de notre pays. Je n'ai jamais été d'accord avec ces trucs de politique. Ma décision était toujours depuis en aval qu'il n'y a pas d'élection ni de trucs politiques d'abord. Quand on est dans une situation de sauver un pays d'abord, je crois que c'est ça notre priorité. Élection, pourquoi? Quand tu vas faire mes politiques, c'est que tu es libre ou bien tu es à ton pays d'abord. Ce n'est même pas ton pays. Tu vas faire élection où? Donc moi, je suis totalement d'accord avec cette décision-là et je suis avec ça. Je l'approuve beaucoup parce que le pays est présentement dans les difficultés. À cause de ça, on doit suspendre presque toutes les activités. Les activités doivent converger aujourd'hui vers le dialogue intermalien pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est pour le bien-être du pays. C'est dans ce cadre-là qu'ils l'ont fait. En attendant la sécurisation du pays, je veux que tous les Maliens soient unis et soient patients. À l'endroit du peuple malien, résilience, patience, s'unir pour la transition, autour de la transition. Ici même ça a un peu traîné, sinon chez nous au Burkina, je crois qu'il y a longtemps que notre gouvernement a arrêté ces trucs, y compris même les OSEC, les organisations civiles. Donc on a tout arrêté là-bas. Pour moi, c'est une très bonne décision parce que ça permet à la transition de bien contrôler vraiment le pays. Je crois que c'est une bonne chose de suspendre toutes les activités. Donc on laisse la transition de faire leur travail. Dès que j'ai entendu cette décision, j'étais vraiment très content. Parce que pour moi, la décision est venue à un moment vraiment où on doit s'attendre parce que nous sommes dans l'insécurité.
Et avec l'insécurité, les partis politiques font des mouvements pour dire d'aller aux élections. Certes, il faut aller aux élections, mais aux élections dans la paix. Ils ont des défis à relever. Si ces défis ne sont pas encore atteints et qu'ils sont en plein milieu de ces défis-là, et que la politique veut vraiment poser des obstacles pour qu'ils puissent vraiment précipiter et aller aux élections, ça va être très difficile. Aujourd'hui, on commence à avoir vraiment le bout du tunnel. Donc, il faut se donner la main pour qu'on puisse vraiment relever ces défis-là. Selon moi, ça c'est une bonne décision même. La suspension des activités des partis politiques, c'est même venu en retard, puisqu'il faut qu'on se dise quelque chose. Les élections ne développent jamais un pays, ce n'est pas le développement d'un pays. Il faut aller travailler. Après le travail maintenant, on organise des élections libres et transparentes. Et dans un communiqué déposé à notre rédaction, la présidente du parti politique Rassemblement démocratique des patriotes pour le progrès, RDPP, informe l'ensemble de ses militants et sympathisants de la suspension de toutes les activités politiques du parti à compter du 10 avril 2024 jusqu'à nouvel ordre sur tout le territoire national et à l'extérieur du Mali. La présidente du parti sait compter sur l'esprit patriotique de tous les militants et sympathisants du parti pour le respect scrupuleux de cette mesure pour un Mali de paix, sécurisé, réconcilié et unifié. Et dans cet autre communiqué, le mouvement Assimi Kanoumbao suspend toutes ses activités conformément au communiqué du gouvernement jusqu'à la levée de la dite suspension. Et le mouvement Assimi Kanoumbao invite l'ensemble des partis politiques, associations et mouvements à aller dans ce sens. La 7e édition du Festival international Ola Bamako se tiendra du 19 au 20 avril 2024 sur l'esplanade du Palais de la Culture. Amadou Ampateba, l'ambassadeur d'Espagne au Mali, a animé une conférence de presse dans ce sens. Ibrahim Kanou Konaté, Aruna Diara étaient sur place. Promouvoir la culture malienne et espagnole à travers la musique, tel est l'objectif de ce festival international intitulé Ola Bamako, qui signifie Bonjour Bamako. Cette 7e édition est placée sous le thème Mali-Espagne, deux cultures, une musique. Lorsque l'on est triste, on chante. Lorsque l'on est content, on chante. C'est avec la musique, avec les paroles de la musique, qu'on est capable d'élever l'âme et de se réconcilier entre les êtres humains et entre les pays aussi. C'est important, la musique nous unit. C'est pour ça que cette année, l'édition c'est Deux peuples, une musique. Ce rendez-vous d'échange et de brassage culturel met ensemble les artistes du Mali et d'Espagne. On a Salif Keita, on a Tikenja Fazouali, Abdoulaye Diabaté, et Ibawan, Fatou Koyoté, plusieurs. Et tête d'affiche, c'est des gros artistes maliens et maliennes. Et aussi bien sûr Rideblas, c'est un groupe espagnol assez jeune, assez puissant. Le festival international Ola Bamako, c'est du 19 au 20 avril au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Elle est initiée par l'ambassade du Royaume d'Espagne à travers l'agence de coopération espagnole au Mali. Et bien sûr, le RTM sera au rendez-vous. Sur ce prend fin ce journal. Merci à la rédaction et à toute l'équipe de réalisation. Demain 13h à Awama Kamara et moi je serai là à 20h, je l'espère, pour la grande édition. Un grand merci à tous nos téléspectateurs, particulièrement ceux du Congo-Brazzaville. Bonsoir à tous.